1946, 2 ans après que les femmes aient obtenu le droit de vote, la Constitution proclame dans son article 3 « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ». Mais si les choix et les ambitions sont clairs dans la Constitution, ils ne peuvent malheureusement pas agir telle une baguette magique sur une société française qui, depuis de nombreuses décennies, voire des siècles, véhicule des stéréotypes et l'idée d'un sexe faible. Mais alors, existe-t-il vraiment un cerveau rose et un cerveau bleu? Non. Les différences entre les filles et les garçons sont davantage dues à leur éducation et leur confiance en soi qu'à la forme de leur cerveau. Il y aura donc plus de ressemblances entre le cerveau d'un homme et d'une femme pianiste qu'entre le cerveau de 2 hommes si l'un est pianiste et l'autre footballeur. En 1972, le législateur inscrit dans le Code du travail des dispositions déjà inscrites depuis 1950 dans les premières conventions collectives sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Ainsi, un même salaire pour un même travail ou un travail de valeur égale. Mais ces dispositions ne modifient guère les situations vécues par les femmes. Aucune mesure concrète n'est prise pour changer les choses. En 1983, les parlementaires en remettent une couche sous l'impulsion d'Yvette Roudy, ministre des Droits de la Femme. Une nouvelle loi est promulguée quant à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail. Les lois se suivent et se ressemblent, et la condition des femmes n'évolue guère. L'écart de taux d'emploi entre les femmes et les hommes reste, en 2011, de près de 11 points pour les 25-49 ans. Les femmes sont davantage touchées par le temps partiel et les emplois à bas salaire, et elles touchent souvent de très faibles retraites. En 2001, le législateur revient sur le métier et sur l'impérative nécessité de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il y ajoute des dispositions pour lutter contre les discriminations. En 2004, un accord national interprofessionnel ajoute des dispositions relatives à la mixité. Dès lors, c'est tout un arsenal législatif et conventionnel qui existe. La Fédération a résumé ce constat sur une affiche en mars 2012. Tout est écrit, il suffit d'agir. C'est bien de cela qu'il s'agit maintenant. Il faut passer aux actes, car la démonstration est faite que les textes, les incantations et les manifestations ne suffisent pas. C'est là, dans les entreprises, que la CFDT, avec ses représentants, doit agir. Cela peut notamment commencer par la réalisation du rapport de situation comparé entre les hommes et les femmes. Dans les entreprises, les délégués ont-ils utilisé le guide du négociateur ? Une récente étude menée en Europe confirme que les inégalités les plus criantes entre les femmes et les hommes concernent les salaires et les conséquences sur l'évolution de carrière. D'après les données 2009 de la DARES, tout temps de travail confondu, la rémunération annuelle des femmes est en moyenne inférieure de 27% à celle des hommes. Les femmes sont moins nombreuses que les hommes au poste d'encadrement. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Et quel que soit le secteur d'activité, c'est parmi les cadres que l'écart est le plus grand entre les femmes et les hommes. Sans même prendre en compte les différences de temps de travail, les femmes cadres gagnent 22,3% de moins que les hommes dans le secteur privé ou semi-public. À cela s'ajoute la difficulté de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Les femmes assurent encore près de 80% des tâches domestiques. De plus, l'arrivée d'un enfant est souvent l'occasion d'un ajustement du temps de travail. Près de 4 femmes en activité sur 10 connaissent une modification de leur activité professionnelle après une première naissance. Et elles sont près de 6 sur 10 au 3e enfant. Pour les hommes, au contraire, l'impact des naissances sur la situation professionnelle est faible et varie peu au fil des naissances. Pourtant, dès 1950, les organisations syndicales ont été précurseurs en abordant cette question dans les conventions collectives. Plus de 60 ans après, tout est écrit. Faire progresser l'égalité entre hommes et femmes, c'est faire progresser tout le monde. Il faut en être collectivement convaincu et dépasser les stéréotypes. Et il suffit d'agir.